l'acteur de l'efficience américaine, en tout cas de l'administration de Donald Trump, il dit « Je veux moins de ministères », je crois qu'on est autour de 16 à peu près, et je veux de l'efficacité surtout, de la réduction de la dépense et de l'efficacité surtout. Oui. On a sur le continent des États qui ont 41 ministères. Oui, parce que chez nous, en fait, la fortune publique sert davantage à la jouissance des poches de particuliers. Quand un pays veut grandir, et c'est ce que font les États-Unis sous Trump, ils ont enfin compris ce que les prédécesseurs de Trump n'ont pas compris, les démocrates notamment. C'est le fait que c'est l'économie qui rend un pays puissant, le fameux soft power dont monsieur le professeur faisait allusion. Nous avons évoqué par exemple les présidents africains qui sont allés en Russie réclamer la cessation de la guerre en Ukraine pour que le blé puisse couler de nouveau à flot. C'est absolument ridicule et c'est en ce sens-là que nous manquons effectivement de leadership. Lorsque, après la prise de la Crimée en 2014, la Russie s'est vue imposer des sanctions notamment sur les céréales, elle a endogénisé la production et elle est devenue le premier producteur mondial de céréales. L'Afrique est considérée comme le grenier du monde, plus ou moins la grande forêt dans la zone intertropicale au centre-sud de l'équateur permettrait de générer assez de nourriture pour nourrir les 1,5 milliard d'Africains, mais l'Afrique se complaît dans une logique de production systématique de matières premières pour nourrir l'industrie des autres. Or, aux États-Unis, on procède autrement. Monsieur Donald Trump, qui est un homme d'affaires, regarde enfin le monde comme il est. Le monde est un marché. Les États-Unis, il ne faut pas l'oublier, sont ce qu'on appelle une thalassocratie, c'est-à-dire un pays qui dépend énormément également du commerce maritime. 12% des importations américaines proviennent de la mer, du commerce maritime, et environ également le même volume pour ce qui est des importations. Ce qui fait que quand on arrive justement avec un président comme Donald Trump qui remplace monsieur Joe Biden, on se met à calculer et on dit quels sont les pays avec lesquels nous réalisons des déficits? Quels sont les pays dont les marchandises qui, quand elles arrivent par la mer, sont vendues sur notre pays, plus ou moins en franchise de douane? Et il n'y a pas que les marchandises issues des grands pays comme la Chine, il y a aussi les pays africains. Je veux dire, au sein de l'AGOA, le fameux African Growth Opportunity Act, les États africains, certains États africains ont la possibilité de commercialiser certains de leurs produits sous certaines conditions, en franchise de douane ou alors en taxe douanière très réduite. Oui. Et même à ce niveau-là, Donald Trump, regarde, il y avait ce contentieux déjà en 2019 avec le Rwanda, bien sûr, où les taxes avaient été haussées sur les vêtements que le Rwanda exporte vers les États-Unis, ce qui fait que Paul Kagame aussi, d'une certaine façon, avait essayé de réagir en rehaussant aussi les rentrées douanières des produits américains. C'est ça le monde, en fait, dans la réalité. Le monde est un marché et on domine le marché mondial avec l'intelligence du positionnement économique. Les Américains sous Trump, et on a bien vu lors de son premier mandat, il n'a pas quitté le territoire africain dans des zones où les bases militaires étaient positionnées sur des circuits économiques intéressants, comme le golfe d'Aden au niveau de Djibouti. C'est-à-dire, à ce niveau-là, vous avez carrément près de la moitié du commerce mondial qui transite par là. Et ce n'est pas pour rien que là, au niveau du port de Doraleb, les Américains ont positionné près de 500 soldats. Et maintenant que la Chine s'est implantée et que la Chine s'est engagée à moderniser les infrastructures locales dans son projet des nouvelles routes de la soie, soit dit en passant, l'Afrique reste dans le terrain de jeu sur lesquels les autres s'amusent. Oui, les États-Unis avaient contre-attaqué en injectant un projet sur 3 ans de plus de 50 milliards de dollars. Et ce qui pourrait pousser Trump à être présent sur le terrain africain, c'est cet élément-là de se dire économiquement, la Chine risque de nous damer le pion. Je ne crois par exemple pas qu'il va essayer d'obliger le Niger à permettre aux Américains de revenir au sein de la base 201 d'Agadez. Ça ne l'intéresse pas beaucoup. Je ne crois d'ailleurs pas que si ça avait été lui qui était au pouvoir, on aurait eu une réinstallation au Bénin et en Côte d'Ivoire. Par contre, au niveau du positionnement économique, il est clair que voyant la Chine s'approprier plus ou moins le détroit de Bab el-Mandeb, le golfe d'Aden, la mer Rouge et le canal de Suez, il va essayer non seulement de maintenir la présence américaine là pour bien surveiller le transit des produits qui viennent, parce que c'est parmi les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Vous avez l'Inde, vous avez dans cette zone-là, vous avez l'Inde, vous avez la Chine, vous avez le Japon, vous avez même Taïwan avec cette problématique des semi-conducteurs.
en attendant que petit à petit, il relocalise la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Donc, c'est une bonne vision qu'il a et c'est ce qui a permis à la Chine de devenir deuxième puissance économique mondiale. Et quand Donald Trump met Elon Musk là, c'est parce qu'il réalise que c'est un homme qui comprend le monde comme lui. C'est aussi un homme d'affaires. On a vu comment les actions de Tesla ont augmenté après l'élection de Trump d'environ 10 à 15%. Ouais. On a vu comment les entreprises SpaceX de Elon Musk ont réussi à rattraper le 13 octobre dernier le premier étage du lanceur Starship. Mais qui a conflit d'intérêt, ça ne pose aucun problème. En fait, actuellement, les autorités judiciaires sont en train d'étudier s'il n'y aura pas conflit d'intérêt ou non. Mais on sait qu'avec la nouvelle administration qui vient, tout ça sera bouclé. Ah oui, totalement. Et Elon Musk aura la main mise sur son ministère parce que le projet, en fait, ce à quoi il s'est engagé, c'est d'opérer une réduction de 30% de PIB. Du budget, tout en réalisant les mêmes exploits. C'est-à-dire, sur les 6 000 milliards de dollars du budget américain, il veut économiser 2 000 milliards de dollars, mais tout en réalisant la même force de prestation. Oui. Et pour conclure, ce n'est pas forcément un fantasme, parce que déjà, du point de vue de ces engins, on s'est rendu compte qu'à l'époque, quand les États-Unis ne dépendaient pas encore des fusées russes pour leur lancement, les fusées n'étaient pas, en tout cas les lanceurs n'étaient pas recyclables, ça coûtait beaucoup plus cher, il fallait remplacer à chaque fois les boulons, les pièces. Or aujourd'hui, avec SpaceX, on peut réutiliser la quasi-totalité des vaisseaux qu'on envoie dans l'espace, on peut les retrouver, on peut réaliser d'énormes économies là-dessus. Il a pu, en quelques instants, depuis son soutien à Trump après la tentative d'assassinat, pousser sa propre fortune à près de 300 milliards de dollars. Il est donc capable, de manière pragmatique, de réaliser ce qui est promis dans le fameux DOGE, comme il l'appelle, le Development of Government Efficiency, le département pour l'efficience gouvernementale. Et d'ailleurs, le DOGE, c'est une sorte de clin d'œil à sa propre crypto-monnaie, le Dogecoin. Donc, le ministère même qui est créé est un clin d'œil à sa crypto-monnaie. C'est-à-dire, c'est un tandem excellent en matière d'économie. Et quand vous avez des Américains qui font du business, vous pouvez être sûr qu'ils ne vont pas transiger sur leurs intérêts. Ah, c'est sûr, ils ne vont pas transiger sur les intérêts. Et puis, c'est important, ça. Oui, mais le problème, vous posez une très bonne question. Quand j'avais dit tantôt qu'il y avait une sécheresse